Le Canada est une illusion. Pour le touriste, c'est une carte postale de lacs turquoise et de montagnes enneigées. Mais pour ceux qui vivent à la lisière des forêts boréales, c'est une entité vivante, une masse sombre de 4 millions de kilomètres carrés qui ne pardonne aucune erreur. Saviez-vous qu'au Québec et dans les provinces de l'Est, il existe des zones appelées les triangles de l'ombre, des endroits où la boussole s'affole, où les téléphones satellites affichent nos signaux sans raison apparente, et où des hommes et des femmes s'évaporent littéralement entre deux battements de cils. Ce n'est pas une introduction de film d'horreur, c'est la réalité statistique de Parcs Canada. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le dossier le plus lourd de l'histoire du pays. Nous allons parler de ceux qui sont partis cueillir des baies, chasser l'orignal ou simplement marcher, et qui ne sont jamais revenus. Mais surtout, nous allons découvrir ce point commun terrifiant qui relie toutes ces affaires, un détail que les autorités préfèrent passer sous silence. Tout commence en 1994, dans le nord du Québec. Jean Benoît, un ingénieur forestier de 42 ans, connaît la forêt comme sa poche. Il n'est pas un amateur. Il a son équipement de survie, 2 balises et assez de vivres pour une semaine. Le 3e jour, sa balise de détresse est activée. Pas une fois, mais 3 fois en l'espace de 10 secondes. Lorsque les secours arrivent par hélicoptère 45 minutes plus tard, il trouve son campement intact. Le café est encore chaud dans la cafetière. Son fusil est posé contre un arbre, chargé, mais Jean Benoît a disparu. Tout commence en 1994, dans le nord du Québec. Jean Benoît, un ingénieur forestier de 42 ans, connaît la forêt comme sa poche. Il n'est pas un amateur. Il a son équipement de survie, 2 balises et assez de vivres pour une semaine. Le 3e jour, sa balise de détresse est activée. Pas une fois, mais 3 fois en l'espace de 10 secondes. Lorsque les secours arrivent par hélicoptère 45 minutes plus tard, il trouve son campement intact. Le café est encore chaud dans la cafetière. Son fusil est posé contre un arbre, chargé, mais Jean Benoît a disparu. L'enquête sur la disparition de Jean Benoît mérite qu'on s'y attarde, car elle est le patient zéro de notre dossier. Les pisteurs d'élite de la Sûreté du Québec arrivent sur place et ceux qu'ils trouvent défient la logique. Les empreintes de Jean Benoît s'arrêtent net au milieu d'une clairière de terre meuble. Il n'y a pas de traces de lutte, pas de traces de prédateurs, ni ours, ni loups. Les experts en pistage ont passé au peigne fin chaque centimètre carré. Pas une branche cassée, pas une goutte de sang. C'est comme s'il s'était envolé. Durant des semaines, les battues s'organisent. Des hélicoptères dotés de caméras thermiques survolent la zone jour et nuit. Les résultats sont nuls. Pourtant, les locaux, eux, parlent. Un trappeur crie installé à 20 km de là témoigne avoir entendu, cette nuit-là, un son qu'il n'avait jamais entendu en 40 ans de forêt. Un sifflement cristallin, si aigu qu'il faisait saigner les oreilles de ses chiens de traîneau. D'autres parlent de lumières froides aperçues au-dessus du lac, des lueurs qui ne ressemblaient en rien à des aurores boréales, fixes, silencieuses, avant de disparaître à une vitesse défiant les lois de la physique. 2 ans plus tard, un randonneur retrouve la montre de Jean Benoît au sommet d'un pic rocheux totalement inaccessible à pied, une paroi verticale de 200 mètres. La montre fonctionne encore, mais elle affiche une date et une heure qui n'existent pas sur nos calendriers. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pour comprendre, il faut s'intéresser à la géologie du bouclier canadien. C'est l'une des zones les plus vieilles de la planète. Certains chercheurs indépendants avancent une théorie radicale liée aux anomalies de gravité de la baie d'Hudson. Des mesures satellitaires confirment que la gravité y est légèrement plus faible qu'ailleurs. Mais cette explication scientifique ne suffit pas à expliquer les témoignages de ceux qu'on ne retrouve jamais, et de ceux, très rares, qui reviennent. En 2012, une jeune femme est retrouvée après 12 jours de disparition dans le parc de la Mauricie. Elle est retrouvée assise sur un tronc d'arbre, en plein milieu d'un marécage où même les gardes forestiers ne s'aventurent pas sans équipement lourd. Elle est en état de choc catatonique. Ses vêtements sont impeccables, ses bottes sont sèches, alors qu'elle a survécu à 3 tempêtes majeures avec des précipitations records. Est-il possible que des distorsions électromagnétiques naturelles créent des moments de désorientation spatiale totale? Imaginez, vous marchez et soudain, votre oreille interne
ne sait plus où est le haut et le bas. Vous paniquez, vous courez, vous entrez dans ce que les trappeurs appellent la transe du bois, une frénésie où la victime se débarrasse de ses vêtements malgré le froid, courant vers sa propre fin sans s'en rendre compte. Le plus étrange, elle a perdu la mémoire de ses 12 jours, mais elle a développé une phobie absolue de la couleur bleue. Lorsqu'on lui a présenté un simple stylo bleu à l'hôpital, elle a hurlé jusqu'à s'en déchirer les cordes vocales. En creusant dans les archives, on découvre des dizaines de rapports similaires, souvent occultés par les versions officielles. Des survivants mentionnent des bourdonnements mécaniques provenant du sol, une vibration qui fait trembler les dents. Ils parlent aussi de cette sensation persistante d'être observé par des milliers de regards invisibles tapis dans la canopée, des présences qui ne sont pas animales mais qui semblent analyser chaque geste humain avec une froideur chirurgicale. Et que dire du protocole S-44 ? C'est ici que l'histoire devient politique et militaire. Pourquoi les autorités canadiennes refusent-elles de créer une base de données centralisée des disparus en forêt ? En fouillant dans les archives déclassifiées par erreur de la Gendarmerie royale du Canada, on tombe sur cette mention cryptique. Approfondissons maintenant l'aspect historique de ces disparitions. Remontons aux journaux des premiers explorateurs français au XVIIe siècle. Samuel de Champlain lui-même mentionnait dans ses écrits des récits amérindiens concernant le gougou, une créature immense vivant sur une île de la baie des Chaleurs, capable d'engloutir des hommes entiers dans une besace géante. Si l'on retire le folklore, que reste-t-il ? La description d'un prédateur capable de capturer des proies sans laisser de traces. Le protocole S-44 n'est pas une simple procédure de recherche et sauvetage. C'est une directive de confinement. Elle interdit aux rangers de s'approcher de certaines zones de silence, sans protection spécifique, incluant des combinaisons isolantes et des appareils de mesure de fréquence. Il existe des témoignages anonymes de gardes de parc affirmant avoir reçu l'ordre d'abandonner des recherches dès que les indices menaient vers ces périmètres. Ils parlent de structures découvertes au milieu de nulle part, des dômes de métal sombres, sans porte ni fenêtre, émettant une chaleur intense même par 40 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'on nous cache sous le sol gelé de notre pays ? Est-ce une menace biologique ? Un phénomène naturel classé secret défense ? Ou quelque chose qui dépasse notre compréhension de la physique ? Le protocole S-44 n'est pas une simple procédure de recherche et sauvetage. C'est une directive de confinement. Elle interdit aux rangers de s'approcher de certaines zones de silence sans protection spécifique, incluant des combinaisons isolantes et des appareils de mesure de fréquence. Dans les archives de la Nouvelle-France, on trouve l'histoire d'un détachement de soldats qui, en 1672, s'est littéralement volatilisé entre Montréal et Québec. Ils marchaient le long du fleuve, en plein jour. Les sentinelles à l'avant ont fait une pause pour attendre l'arrière-garde. L'arrière-garde n'est jamais arrivée. Pas un coup de feu, pas un cri. On a retrouvé leurs mousquets posés contre des arbres, comme s'ils s'étaient arrêtés pour une pause, pour ne plus jamais repartir. Cette récurrence historique prouve que le phénomène n'est pas lié à la technologie moderne, même si elle semble l'exacerber. Plus nous observons la forêt, plus elle semble réagir. Des analystes de données ont remarqué une corrélation troublante. Le nombre de disparitions inexpliquées augmente proportionnellement à l'installation de nouvelles antennes de télécommunications dans les zones reculées. Il existe des témoignages anonymes de gardes de parc affirmant avoir reçu l'ordre d'abandonner des recherches dès que les indices menaient vers ces périmètres. Ils parlent de structures découvertes au milieu de nulle part, des dômes de métal sombres, sans porte ni fenêtre, émettant une chaleur intense même par 40 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'on nous cache sous le sol gelé de notre pays ? Est-ce une menace biologique ? Un phénomène naturel classé secret défense ? Ou quelque chose qui dépasse notre compréhension de la physique ? Au Québec, nous avons l'équivalent dans les monts Torngat, un lieu sacré pour les Inuits qu'ils considèrent comme la demeure des esprits de la mort. Aucun guide local ne vous y emmènera après le coucher du soleil. Ils savent que là-haut, les règles de notre monde ne s'appliquent plus. Analysons maintenant le cas de la vallée des hommes sans tête dans les territoires du Nord-Ouest. Bien que ce soit à l'autre bout du pays, le lien avec nos dossiers francophones est frappant. Dans les années 1900, des prospecteurs cherchant de l'or
y ont été retrouvés décapités, le corps encore dans leur sac de couchage. Pas de traces de lutte, pas d'animaux. L'arme du crime, inconnue, mais les rapports mentionnent des ombres mouvantes sur les parois de la vallée. Jean-Benoît n'est peut-être pas mort, il est peut-être ailleurs, dans une version de la forêt qui n'est pas la nôtre. Cela expliquerait pourquoi les chiens perdent l'odeur. L'odeur ne s'arrête pas, elle change de dimension. Et que dire de ces structures métalliques mentionnées par les rangers? Plusieurs témoins, sous couvert d'anonymat, décrivent des installations souterraines, accessibles par des ouvertures camouflées dans le roc. Ce ne sont pas des bunkers de la guerre froide. La technologie observée, des métaux qui semblent organiques, des sources de lumière sans ampoule, suggère une origine soit non humaine, soit issue de programmes secrets dont le budget dépasse l'entendement. Dans les archives de la Nouvelle-France, on trouve l'histoire d'un détachement de soldats qui, en 1672, s'est littéralement volatilisé entre Montréal et Québec. Ils marchaient le long du fleuve, en plein jour. Les sentinelles à l'avant ont fait une pause pour attendre l'arrière-garde. L'arrière-garde n'est jamais arrivée. Pas un coup de feu, pas un cri. On a retrouvé leurs mousquets posés contre des arbres, comme s'ils s'étaient arrêtés pour une pause, pour ne plus jamais repartir. C'est ce que les chercheurs appellent le Oz effect. À ce moment précis, la réalité semble se figer. C'est souvent là que les victimes perdent la notion du temps. Une minute passée dans ce silence peut correspondre à 3 heures dans notre monde. Pour Jean-Benoît, ce silence a duré 2 ans. Lorsqu'on a retrouvé sa montre, le mécanisme n'était pas simplement déréglé. Les métaux internes avaient subi une altération moléculaire. L'acier était devenu poreux. Si l'on suit cette logique, l'ingénieur n'a pas disparu. Il a été accéléré ou ralenti hors de notre perception visuelle. Est-il possible qu'en ce moment même, des centaines de disparus marchent parmi nous dans une fréquence vibratoire que nos yeux ne peuvent pas capter? Cette récurrence historique prouve que le phénomène n'est pas lié à la technologie moderne, même si elle semble l'exacerber. Plus nous observons la forêt, plus elle semble réagir. Des analystes de données ont remarqué une corrélation troublante. Le nombre de disparitions inexpliquées augmente proportionnellement à l'installation de nouvelles antennes de télécommunications dans les zones reculées. Nous devons aussi aborder le cas des vêtements retrouvés près de l'eau. Dans 60% des cas de disparition inexpliquée au Canada, les corps ou les effets personnels sont à proximité immédiate d'un point d'eau. L'eau est un conducteur électrique parfait. Si ces phénomènes sont liés à l'électromagnétisme du bouclier canadien, l'eau agit comme un amplificateur. Les victimes seraient littéralement aspirées par des décharges statiques massives. Revenons à Jean-Benoît. Pourquoi sa montre indiquait-elle une date erronée? En physique théorique, on parle de trou de verre ou de pont d'Einstein-Rosen. Si une distorsion magnétique assez puissante se produisait dans une zone riche en minerais de fer, il est théoriquement possible que le tissu de l'espace-temps se déchire localement. Elle ne chasse pas pour se nourrir. Elle collecte. Elle archive la vie biologique de la Terre comme nous archivons des données sur des disques durs. La conclusion de cette enquête nous mène à une vérité inévitable. Nous ne sommes pas les propriétaires de ce territoire. Nous en sommes les locataires. Les forêts boréales ne sont pas des espaces vides. Ce sont des processeurs géants. Chaque arbre, chaque réseau de mycélium sous la terre fait partie d'un système de surveillance global. Lorsque vous entrez dans la forêt avec un GPS, un téléphone ou une montre connectée, vous envoyez un signal. Vous dites « Je suis ici, je suis une source d'information ». Parlons maintenant du versant le plus terrifiant de ce dossier, les zones de silence acoustique. Plusieurs randonneurs ayant survécu à des débuts d'incidents dans les parcs de la Gaspésie ou du Nord-Ontario rapportent un phénomène identique. Soudainement, la forêt devient un tombeau. Le bruit du vent dans les feuilles s'arrête. Le cri des oiseaux s'éteint. Même le bruit de vos propres pas sur la mousse semble étouffé, comme si vous marchiez dans une chambre anéchoïque. Deuxièmement, portez toujours sur vous un petit miroir. La lumière réfléchie de manière chaotique semble perturber les capteurs de l'ombre. Troisièmement, si vous entendez un bourdonnement ou si le silence devient trop lourd, ne courez pas. Asseyez-vous, fermez les yeux et ne bougez plus jusqu'à ce que le bruit des oiseaux revienne.
Le protocole S-44 prend ici une dimension encore plus sinistre. Des documents obtenus via des fuites sur le dark web suggèrent que le gouvernement canadien collabore avec des entités privées de défense pour cartographier ces points de bascule. Ils ne cherchent pas à sauver les gens, ils cherchent à stabiliser ces portails pour le transport de matériel ou d'informations. Les disparus ne sont que des dommages collatéraux. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai ce que j'ai trouvé dans les archives de la morgue de Goose Bay, un dossier médical qui n'aurait jamais dû exister, concernant un homme retrouvé vivant après avoir disparu en 1954. Il n'avait pas vieilli d'un seul jour. La forêt ne se contente plus de nous regarder. Elle a commencé à nous répondre. Soyez prudents, car dans le Grand Nord, le plus grand danger n'est pas ce que vous ne voyez pas. C'est ce qui vous voit et que vous ne pouvez pas comprendre. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Votre soutien est essentiel pour que ces vérités continuent d'éclater. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, regardez derrière vous la prochaine fois que vous marcherez sous les pins. La suite arrive très vite et elle sera encore plus troublante. Restez aux aguets. La forêt vous regarde. Mais revenons à la photo des campeurs du Labrador. Pourquoi est-elle si importante? Parce que c'est la première fois qu'une preuve numérique échappe au filtrage automatique du protocole S-44. La forme translucide qu'on y aperçoit possède une structure géométrique. Ce n'est pas un monstre poilu issu du folklore, c'est une machine ou une entité composée de lumière solide. Si vous décidez malgré tout de partir en randonnée le week-end prochain, je vous demande de suivre ces 3 règles de survie. Premièrement, ne portez jamais de vêtements de couleur vive, surtout pas de bleu ou de rouge saturé. Ces couleurs semblent attirer les anomalies magnétiques. L'affaire Jean-Benoît, le cas de la Mauricie et la photo du Labrador ne sont que la surface d'un océan d'ombre. Le Canada est un pays de secrets enfouis sous des couches de glace et de pin. Nous avons gratté la surface, mais ce qui se cache en dessous attend son heure.